Monsieur Larrey, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable décarbonation pour Veolia Monde. On a la chance de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes en tournée en Asie et au Japon. Oui. Alors, vous travaillez énormément en ce moment sur les sujets de capture et de stockage du carbone dans le monde, qui est un enjeu qui progresse extrêmement vite en Europe, un petit peu moins en Asie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important aujourd'hui et quelles sont un peu les technologies que vous pouvez apporter aux industriels pour les aider à d'abord capter ce CO2 à la sortie de leurs usines ou leurs centrales thermiques et ensuite ou le revaloriser ou le stocker quelque part? Merci. On opère, nous, déjà 70 environ incinérateurs de déchets ménagers, des incinérateurs de déchets spéciaux qui émettent donc du CO2, donc on a plusieurs millions de tonnes. À ce titre, on essaie déjà de décarboner Veolia. Ça, c'est important pour nous puisqu'on est sur une trajectoire de net zéro. Donc on recherche des solutions déjà en amont de ces incinérateurs. Je pense que tout ce qui n'est pas en combustion est déjà important. Et en aval, une fois qu'on a fait ce travail en amont, la capture. Ça, c'est déjà pour Veolia. À côté de ça, on est aussi là pour décarboner nos clients, aider à décarboner nos clients. C'est vrai que dans le cas de l'industrie lourde, la capture est une solution très importante. En général, ils s'orientent vers la capture et du stockage. Veolia s'oriente là plus pour accompagner en termes d'utilité, éventuellement des solutions de capture, jusqu'à la capture et à le conditionnement du CO2. Toute la phase aval, toute la notion aval de stockage, d'infrastructure, et derrière de shipment à des puits de stockage, en général offshore, sont gérés par d'autres. Techniquement, donc d'abord parlons de la capture pour revaloriser ce CO2. Donc vous le captez à la sortie de ces sites, Oui. Que ce soit des incinérateurs, que ce soit des centrales thermiques, que ce soit des colonnes, enfin des cheminées de sites industriels. Oui. Et ensuite, comment est-ce que vous arrivez à le revaloriser? Quelles sont les utilisations qui vont permettre de redonner une seconde vie à ce CO2 qui sinon partirait immédiatement dans la nature? Là, je peux vous parler peut-être du cas de l'Europe, qui a une régulation qui de plus en plus incite justement les hard-to-abate industries à revaloriser leur carbone ou à le stocker. Donc c'est vrai que là, on voit beaucoup les centrales thermiques, on voit les industries gazières, on voit aussi l'industrie de la sidérurgie et cimenterie. L'objectif donc est, une fois capté, si on voulait être sur ces larges flux, c'est des flux qui peuvent être quelques centaines de milliers à des millions de tonnes de CO2, ils sont destinés aujourd'hui plutôt à ce qu'on appelle des e-carburants, de faire réagir ce CO2 avec de l'hydrogène, de préférence vert, un minima très bas carbone, mais de préférence vert, pour en faire des fuels, ce qu'on appelle les electric fuels. Ces electric fuels seront utilisés en priorité pour l'aviation, et dans certains cas, si c'est du méthanol, pour le transport maritime. Voilà, donc ce sont des objectifs, c'est une industrie naissante, mais sur laquelle la régulation a un très gros rôle à jouer, notamment via les infrastructures nécessaires, et les unités de conversion. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des compagnies aériennes, des avions qui utilisent ces e-SAFT, ces SAFT électriques à base d'un mélange hydrogène-CO2? Non, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, il commence à y avoir des incorporations de SAFT classiques, plutôt avec des origines organiques. Là, nous attendons vraiment les premiers projets à partir de 2028-2030 en Europe. Donc c'est plutôt tiré par l'Europe du Nord. Mais chez tous les pays, je dirais que essaient justement de développer cette filière pour que, oui, à partir de 2030, les compagnies aériennes commencent à incorporer ces e-SAFT dans leur mix. En marge de ces e-SAFT, est-ce qu'il y a d'autres applications industrielles? Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour revaloriser ce CO2 que vous avez capté? À ces échelles-là, c'est très rare. Nous, sur des échelles un petit peu plus modestes d'incinération ou de gaz de décharge, on essaye de travailler de la minéralisation. Ou sinon, donc là, c'est vraiment de travailler sur c'est un peu technique, mais des carbonatations justement pour l'inclure dans les matériaux de construction. En quel cas, on séquestre un petit peu le carbone. Ou sinon, c'est de l'usage directement sur les industriels qui consomment des fois du CO2. Voilà, essayer de remplacer du CO2 utilisé par ailleurs, par exemple sur des extractions d'usines d'engrais. Voilà, donc on a une sorte essayer d'instaurer ce cycle de recyclage. D'autres industries là commencent à s'intéresser justement à plus d'utilisation du CO2 dans la production de leurs produits. Mais c'est encore une fois assez naissant. Ça, c'est la revalorisation. Oui. Et ensuite, il y a la capture pure, oui, avec un stockage dans des puits qu'il va falloir construire. On en est aujourd'hui. Quels sont les pays qui sont le plus en avance? Sous quelle forme est-ce qu'on stocke ce CO2 qu'on a capturé?
Voilà, donc ce CO2-là, on est vraiment sur une solution de décarbonation, hein, puisque le CO2 est stocké pendant des centaines d'années, ce qui en fait vraiment une situation d'atténuation des effets du climat. Là, aujourd'hui, il y a ces puits, hein, qui sont en général gérés par des gouvernements, développés par des compagnies d'énergie, sont des projets de l'ordre de 8 à 10 ans de développement. Le plus important aujourd'hui, c'est Northern Lights, qui vient d'ouvrir justement son opération ces semaines-ci. Il y en a beaucoup d'autres qui se préparent justement. On peut parler principalement en mer du Nord. Il y en a aussi là sur le golfe du Mexique, et je pense à terme en Asie. Des projets sont déjà en cours de réflexion. Là, le CO2 en général est acheminé sous forme un petit peu soit supercritique ou liquéfié et stocké. Là, en général en grande profondeur, voilà, sur très grosse pression. Voilà, c'est un peu l'esprit. Qui sont les clients? Qui a envie de faire stocker son CO2? Qui sont les entreprises qui ont prioritairement besoin de stocker ce CO2? Encore une fois, je vais reprendre un petit peu l'exemple de l'Europe, mais c'est vrai qu'il y a une régulation via le trading system, l'ETS du CO2, qui incite les industries qu'on appelle les hard to abate industries. Donc là, je peux citer la cimenterie, je peux citer l'acierie, les centrales thermiques, qui ont pendant une dizaine d'années bénéficié de crédits libres pour leur laisser le temps justement de développer ces projets, ces filières de séquestration. Là, on arrive, je dirais, à partir on va dire des années 28-30 sur la fin progressive de ces crédits. Et c'est vrai qu'ils sont extrêmement actifs justement dans le développement de filières de distribution de stockage et puis justement l'émergence de ces mutualisations de stockage pour aller à ces puits. Voilà, donc il y a un énorme travail, évidemment incité par cet ETS-là qui est de l'ordre de 70-80 euros la tonne, ce qui est assez conséquent. Comment ça se passe dans les zones régionales ou les pays où il n'y a pas justement cette pression réglementaire et ce système de trading qui pousse en Europe les industriels et les acteurs comme vous à trouver des solutions? Alors c'est vrai que je pense que chacun a sa méthode régionale. L'Europe a choisi l'ETS, les Américains ont choisi, notamment avec le package IRA ou le 45Q, de subventionner assez largement l'usage, enfin la séquestration justement des puits. Voilà, pour réduire à minima ce coût pour l'industriel. L'Asie pourra peut-être travailler sur un prix du carbone, et là qui est encore assez faible et qui n'est pas encore au niveau du coût des solutions pour incentiver. Mais je pense qu'il faut arriver à trouver ce bon équilibre pour incentiver les industriels justement à ce stockage. Là, c'est pas encore le cas avec des prix de l'Asie. Les puits qui sont utilisés comme Northern Lights, ce sont d'anciens puits gaziers que l'on connaissait déjà. Est-ce qu'on peut créer ex nihilo un réservoir de stockage de gaz sur n'importe quel territoire? Voilà, là je pense que là je suis pas géologue, ça dépensera un peu. Je sais on a ce qu'on appelle depleted gas ou oil field, ça c'est un premier. Il y a un certain nombre aussi de formations géologiques qui permettent éventuellement de stocker. Donc ça, je ne pourrais pas exactement vous répondre sur le détail, mais de toute façon, ça nécessite un développement très particulier. Et Northern Lights, ça demande des expériences en géologie, des expériences en forage, d'où un petit peu la présence des compagnies d'énergie qui ont besoin d'apporter cette culture et ce savoir-faire. Veolia, vous êtes extrêmement bien implanté à peu près partout en Asie. Vous êtes en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, beaucoup au Japon, aussi en Corée. Qui sont les clients qui vous interrogent sur ces sujets et quelles sont les solutions que vous allez pouvoir apporter et dans quel pays vous voyez l'ouverture de ce marché du carbon capture se développer le plus rapidement? Là, c'est vrai que je pense qu'en Asie, on commencera déjà par travailler sur nos installations, les installations qu'on opère avec nos partenaires. Comme vous l'avez dit, là, on est un peu plus de 9000 personnes. Là, au Japon, maintenant, on a 2 petites unités d'incinération. Donc, on travaille dessus. On regarde plutôt un aspect développement démonstrateur. On doit regarder avec notre partenaire aussi à terme à Taïwan une évolution de la décarbonation de ces sites. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on travaille aussi bien en amont, l'optimisation énergétique et la capture en aval. Voilà, donc on va travailler plutôt sur nos installations en premier lieu et derrière pour encore mieux accompagner nos clients. Voilà.
Est-ce qu'il y a un enjeu d'opinion publique sur ces enjeux de stockage de CO2? Est-ce que on pourrait, vous savez, cet effet not in my backyard, où des populations ne connaissant pas bien cette technologie pourraient être effrayées de se dire je vais avoir dans un champ près de chez moi du stockage de CO2, ou pour l'instant vous avez l'impression que c'est une technologie peut-être méconnue mais qui ne pose pas de problème d'acceptance par les populations? C'est vrai que nous, si on est quand même, on reste beaucoup sur la capture, nous, élargement du CO2, on est quand même attentif à ce qui se passe sur tout ce qui est aval. Et c'est vrai qu'on regarde avec attention tous les aspects de liability, de fuite de CO2, de comment tout ça va être opéré. Voilà, on en est encore une fois assez au démarrage, mais on sera très attentif à ce que le CO2 qu'on pourrait justement remettre aux filières aval, comment il sera traité, comment il sera géré. Mais c'est un point d'attention, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on regarde là dans ces premiers pas. Merci beaucoup. Merci.